Bonjour et bonsoir à tous. Alors, c'est Kaviambo Junior. Comme les jours précédents, nous allons aujourd'hui donc continuer notre session de présentation sur donc certains thèmes en informatique, voilà, qui nous permettront au moins d'apprendre et de retenir certaines notions et avoir certaines compétences. Ce sont des compétences pratiques. Donc, ce sont des présentations qui ont été synthétisées dans les recherches et c'est vraiment pour aider dans les recherches que j'ai faites pour vous. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas encore, ça va vous permettre de connaître. Les personnes qui y sont déjà, ça va aussi permettre de regarder, peut-être voir s'il y a euh, certaines choses à ajouter et faire des commentaires. Donc, n'oubliez pas toujours de vous abonner, de partager parce que c'est réellement voilà, des formations pour aider les personnes à aujourd'hui s'intégrer vraiment avec le numérique. Donc, sans plus tarder ici, alors, nous présentons aujourd'hui l'architecture client. Donc, l'architecture client-serveur. Vous verrez en fait donc que dans ce thème-là, nous aborderons beaucoup de notions. Architecture client-serveur, eh ben, beaucoup ne comprennent pas peut-être, mais nous allons ici voir c'est quoi un serveur, il y a le côté c'est quoi un serveur client, c'est quoi un serveur. Et ensuite, des définitions comme c'est quoi un navigateur. On va voir ensuite d'autres éléments comme les adresses IP, le nom de domaine, le nom d'hôte. OK? C'est les langages clients, les langages serveurs. C'est très important et nous commençons tout de suite. Donc, voilà. Alors, voici le plan. Le plan de travail, c'est synthétisé, comme je le disais tout à l'heure. C'est synthétisé, donc ne voyez pas ces grands points-là, ce sont les travaux synthétisés. Et puis, nous allons simplement faire une présentation expliquée. Et vous verrez que vous retiendrez beaucoup plus. Ce n'est pas, voilà, comme je dis toujours, discours des discours dans lesquels on épilogue et puis après on sort là sans rien comprendre. Donc, nous allons voir ici en grand 1 qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'un serveur. Voilà, mais là, c'est pas dans le sens d'un client en entreprise. Quand vous vendez, qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'un serveur, comme quelqu'un qui était au bar et qui servait voilà, du vin ou servait du jus ou bien non, non, non. C'est pas dans ce sens-là, c'est bien dans le domaine informatique. C'est quoi un client, c'est quoi un serveur? Quelle est la différence entre les deux? Voilà, que vous compreniez bien. Qu'est-ce qu'un navigateur Internet? À quoi sert-il? Là, vous comprendrez très bien. Pour ceux qui, voilà, peut-être ça fait longtemps et peut-être ils entendent parler, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que ça signifie et à quoi ça sert. Découvrez alors les langages serveurs. On a le langage serveur, vous allez découvrir également. Voilà, pour ceux qui font la programmation développement. Découvrez les langages clients également. Distinguez l'adresse IP, donc les adresses IP, nom d'hôte, donc on a le nom de domaine et le DNS. Donc, ensuite, on a le 4, quels sont les différents types de serveurs et leur utilité. Qu'est-ce qu'un protocole de communication? Lister les différents termes utilisés sur Internet. Quels sont les différents? Donc, qu'est-ce qu'un protocole plutôt de communication? Et comprendre aussi à quoi ça sert. Et ensuite, pour terminer, qu'est-ce qu'une URL? Voilà, c'est quoi une URL? Hein? Uniforme en anglais. À quoi voilà ça sert? Donc, nous allons voir ça tout à l'heure. Et vous allez voir que c'est très, très intéressant. Nous n'allons pas faire au moins, nous n'allons pas aujourd'hui faire 20 minutes. Allez, on commence rapidement. Qu'est-ce qu'un client, un serveur et quelle est la différence? Il y a ici voilà, des schémas pour mieux montrer et expliquer. C'est vraiment très explicite. Donc, le client ici, quand il s'agit donc de communication sur Internet, nous avons un ordinateur qu'on appelle client et un autre ordinateur qu'on appelle serveur. OK? En fait, les deux sont des ordinateurs. D'accord. Maintenant, le client,
Donc, le côté client, c'est un logiciel informatique qui fait des requêtes à un serveur. C'est un logiciel informatique. Donc, le client est un logiciel informatique. Ce logiciel informatique qui fait des requêtes au serveur, ok, on peut parler par exemple du logiciel, le navigateur. Un navigateur, quand vous utilisez un ordinateur pour aller sur Internet, vous utilisez un navigateur Internet. Et ce navigateur-là, c'est un logiciel informatique qui fait des requêtes à un serveur, donc à un autre ordinateur, mais qui est un serveur. Donc, il sert des informations. Vous voyez donc ici, comme l'image le montre, on a ici la requête, l'ordinateur client envoie et la requête, voilà, répond. OK? Donc, au fur et à mesure, on avance. Ensuite, dans le cadre, on lit un peu, dans le cadre des machines reliées en réseau, ces machines clients envoient un message au serveur. Donc, ils envoient un message au serveur et le serveur fournit alors en retour des services. Entre parenthèses, ce sont des données, les services liés en termes de données, grâce à des programmes. OK? Il faut juste retenir ça. Un client, c'est un logiciel qui fait des requêtes, OK, à un serveur qui est également un ordinateur. Donc, en tous les deux sont des ordinateurs, mais sauf que le premier ordinateur est qualifié de client parce qu'il utilise un logiciel qui sert à faire des requêtes et l'autre est qualifié de serveur parce que c'est un ordinateur qui sert, donc qui renvoie des réponses donc à celui qui demande. C'est comme on dit, il sert un serveur. OK, donc ensuite, une machine client utilise elle-même des programmes afin de pouvoir exploiter des données reçues. Donc, le client également utilise sa machine, bien sûr, on va dire quoi, le client ici, donc l'ordinateur qui est aussi, le client qui est aussi un ordinateur qui utilise un logiciel client, ben, c'est aussi bien sûr une machine qui a des programmes qui lui permettent d'exploiter les données parce que quand tu reçois les données du serveur, tu dois pouvoir exploiter ces données-là. Donc, dans le logiciel serveur ou encore l'ordinateur serveur a également la capacité de programme informatique également, donc qui lui permet d'exploiter les données qu'il reçoit. Par exemple, tu fais la requête d'entrée d'un site web, voilà, après tu vois l'apparence du site web, mais ça veut dire que le client a des programmes qui lui permettent lui également de visionner ce que le serveur l'envoie. Allez, on continue. Alors, maintenant le serveur. Alors, on a beaucoup parlé du client. Alors, on va s'accentuer encore sur le serveur. Donc, le serveur, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu l'image, vous voyez l'image là, non? Vous voyez l'image, c'est que beaucoup ont déjà vu ces images-là. OK? Ça, on a des serveurs empilés comme ça, là, de gauche à droite. OK? Ça, ce sont des millions de serveurs, OK, connectés. Sachez qu'un serveur est un ordinateur, d'abord. Donc, c'est un ordinateur tellement puissant. Donc, le serveur est un ordinateur plus puissant. OK, c'est un ordinateur plus puissant qu'un ordinateur standard qui va s'occuper de partager des fichiers. Donc vous voyez maintenant, celui qui partage des fichiers, de faire des sauvegardes de données régulièrement, autoriser l'accès à un ordinateur au réseau, gérer les mails, la connexion, l'hébergement des sites web, Internet, la sécurité informatique. Les serveurs sont souvent stockés dans une pièce dédiée et ventilée, dont l'accès est restreint à l'administrateur ou aux administrateurs. On peut considérer le serveur comme le patron des ordinateurs, par exemple dans une entreprise. Donc, sachez que un serveur est un ordinateur puissant, celui qui s'occupe donc de sauvegarder certaines données, de les traiter, de les sécuriser, également d'autoriser certaines connexions à son réseau, parce que c'est un ordinateur puissant qu'on a configuré pour nous servir au travers d'un réseau, au travers du réseau qu'on a construit par exemple dans l'entreprise. Une entreprise peut avoir ses propres serveurs pour par exemple les données commerciales, comptables, et personne ne peut accéder par exemple à ces données commerciales-là parce que les serveurs sont stockés dans l'entreprise. Et ils ont créé un réseau qui fait en sorte que seulement les ordinateurs de l'entreprise, donc les ordinateurs clients de l'entreprise, peuvent accéder aux ordinateurs serveurs de l'entreprise. Donc j'espère que c'est plus clair. Allez, on continue. Ensuite, la différence. C'est quoi la différence entre le serveur client et le serveur? C'est quoi la différence maintenant?
Ici, c'est plus clair. Vous voyez, il y a une image encore plus claire. On a le serveur et on a le client. Le serveur, on voit ici, il a des informations stockées. C'est comme un grand ordinateur, c'est comme un grand panier qui a des bananes, voilà, des tarots, pour certains, qui a un grand sac qui a de l'or, qui a des diamants. Voilà, c'est comme un grand sac, voilà, qui a des habits. Ok, donc c'est comme quelqu'un qui vend. Donc le serveur est ici avec des fichiers, sûrement des vidéos, des informations. Ensuite, ça c'est le client. Le client, c'est également notre ordinateur, mais lui, sa fonction, c'est de demander, il fait une requête. Et là, vous voyez, le serveur envoie les données. Ici, la flèche va vers le client. Donc le client utilise ici un logiciel, c'est pourquoi on l'appelle client, un logiciel donc, qui peut être Google, voilà, Explorer ou autre donc logiciel de navigation sur Internet. Ok, donc en résumé, nous pouvons affirmer qu'un serveur est un ordinateur qui a comme objectif de fournir des données, alors qu'un client est un ordinateur, entre parenthèses, ou logiciel, qui reçoit les données envoyées par le serveur. Dans un premier temps, il est important de comprendre que les deux sont des ordinateurs. En général, ils sont tous les deux un processeur. Donc, on va dire ils ont tous les deux un processeur, une mémoire vive, donc RAM, un disque dur. Ça peut être beaucoup plus SSD, donc pour la rapidité de la lecture et l'écriture, voilà des données. Et également, tous les composants électroniques nécessaires au bon fonctionnement d'un ordinateur. Ça, c'était pour cette partie. On continue. On est assis, on voit que c'est pas, ça, c'est vraiment, ça va très vite et les données sont, voilà, très synthétisées. Nous continuons. Donc, qu'est-ce qu'un navigateur Internet? Vu qu'on a dit maintenant le client utilise un navigateur Internet. Qu'est-ce qu'un navigateur Internet et à quoi sert-il? Voilà, vous voyez ici, il y a une liste, toujours des images pour essayer d'illustrer. On a ici l'Explorer le plus connu aujourd'hui, le navigateur Internet le plus connu. Hein. On a ici Google Chrome. Là, c'est OK, Firefox pour certains. Ça, c'est Explorer, Opera Mini, Safari et le dernier également. Il est un peu inconnu de beaucoup. Donc, tout cela sont des navigateurs Internet. Mais c'est quoi un navigateur Internet? Ou encore un navigateur web? Ok. Donc, un navigateur web ou web browser, donc en anglais, web browser est un logiciel permettant d'accéder à une page web. Donc, ça, c'est un logiciel qui permet d'accéder à une page web ou à des pages web et d'afficher sur l'écran de l'utilisateur. Donc, vous voyez un contenu, mais c'est grâce à ces navigateurs-là que vous avez ce contenu que vous voyez. S'il n'y avait pas de navigateur Internet, c'est clair que vous ne pourriez pas voir toutes les belles formes que vous voyez, les belles images. Vous verrez simplement des codes, des lignes bizarres avec des chiffres. OK, les codes, si on enlève cette partie-là et que le navigateur vous renvoyait, vraiment la partie dur, donc codé, ça serait vraiment voilà, une catastrophe, beaucoup ne comprendraient pas. Donc le navigateur, lui, il vous affiche et vous interprète simplement ce que le serveur, vous renvoie. Donc il faut un navigateur Internet ou web voilà, pour recevoir les informations que l'on va chercher sur Internet, donc sur une page ou des pages web. Donc, un tel logiciel doit donc être capable de lire ce qu'on disait, interpréter des fichiers HTML. Donc, les fichiers HTML donc, HTML est un langage donc, qui permet de structurer, c'est un langage de balisage. Langage de balisage, donc ça veut dire ça permet de structurer, voilà, les informations. Ok? Ce n'est pas un langage de programmation orienté, non, non. C'est un langage de balisage. Ça organise simplement les informations. Donc, les informations organisées, voilà, et correctement agencées peuvent être lues logiquement par un logiciel navigateur Internet. Donc, les navigateurs web accèdent au web à travers un protocole. Là, on a fait la transition pour le prochain élément. Donc, maintenant, on peut aller sur Internet avec le navigateur et lire les pages web, mais pour accéder aux pages web, on utilise
un protocole de communication. C'est comme quand vous avez envie de traverser un pont. Et quand vous avez envie de traverser, par exemple, un fleuve, une rivière, souvent les êtres humains créent un pont. Et donc, il faut un lien qui relie le navigateur, OK, et le navigateur, votre navigateur Internet. Et voilà, par exemple, de l'autre côté, le serveur. Parce que le serveur, c'est celui-là qui a les pages web, celui-là qui a l'information. Mais entre toi, le client, et la page web qui contient les informations, on a un pont, ce qu'on appelle un protocole de communication, HTTP. Mais il n'y a pas que cela. Mais le protocole qu'on utilise, c'est le protocole HTTP plutôt. On continue. Découvrez les langages serveurs. Maintenant qu'on a vu, voilà, que le serveur, ici, c'est celui qui sert et le client, c'est celui qui reçoit, en termes simples, on découvre maintenant les langages. Parce que pour stocker les informations, le serveur, donc celui qui sert, ou euh, pour gérer les informations, celui qui sert a besoin d'un langage pour organiser tout ce qu'il gère ou tout ce qu'il sécurise. Donc on a des langages de programmation pour certains qui ne sont pas encore habitués. Donc langage de programmation, sachez que c'est un langage pour écrire, c'est un langage pour organiser, c'est un langage pour pointer sur des objets. OK? Voilà, il y a des termes qui ne sont pas peut-être compréhensibles pour le moment, mais sachez que c'est un langage qui nous permet d'organiser notre travail, OK, et d'automatiser certaines tâches. C'est un langage. Donc, quels sont les langages serveurs ici? Les langages serveurs décrivent comment le site doit se comporter. Vous comprenez? Le langage serveur les langages serveurs décrivent comment le site web doit se comporter. Subtil mais important. Donc, la manière dont un site web doit se comporter, voilà, c'est fait par un langage serveur. Quand vous allez sur une page web, avant de regarder l'information, on vous dit connectez-vous. C'est le langage serveur. C'est quelqu'un qui a programmé ça avec un langage serveur pour dire avant de regarder l'information, tu dois d'abord, voilà, te connecter. OK? Allez, donc, avec un langage client, je peux dire un menu doit s'afficher à gauche de mon site. Bon, là on parle comme quelqu'un lui, se charge de programmer. Ça peut être le programmeur, un programmeur. Celui qui est censé programmer la partie client. Parce que les langages sont utilisés pour différentes tâches. Celui qui programme la partie que le client doit voir, donc que nous, les êtres humains, on doit voir, utilise un langage client. Donc, il peut par exemple dire, voilà, le menu doit s'afficher par exemple à gauche ou à droite, ok? C'est pas qu'il va utiliser le même langage serveur, non. Le langage serveur n'est pas le même langage, euh, n'est pas un langage client. Le langage client, lui, c'est simplement pour structurer, dire, bon, l'information peut s'afficher à gauche, à droite, voilà, ça doit être, par exemple, la couleur, là, on veut avoir peut-être un papier jaune, on va dire quoi, des bordures jaunes, des bordures rouges, on organise, comme je disais, c'est, par exemple, le langage HTTP et le langage HTML qu'on a mis, le langage de balisage qu'on a vu, qu'on utilise pour faire donc, voilà, la partie client. Donc ça, c'est pour les programmeurs, ceux qui développent les sites. Ok, avec un langage serveur, je peux dire le menu ne doit s'afficher que si la personne crée un compte. Voilà, vous voyez un peu. Donc, le menu s'affiche si je crée un compte. Si le menu ne s'affiche pas, je ne crée pas un compte. Donc, vous programmez, vous rendez les tâches. Vous êtes en train de programmer. C'est comme un programme. Vous faites maintenant un algorithme qui doit faire ça si ça se passe si avec les conditions. Mais le langage serveur ne connaît pas programmer les tâches comme ça automatiquement. Langage client, plutôt, lui, il dit seulement, mais ok, je veux que le menu s'affiche là, à gauche. Lui, il va rester à gauche. Le menu va s'afficher à gauche. D'accord. Maintenant, le titre va s'afficher au milieu. C'est ce que la partie. La couleur rouge doit être sur les 4 côtés. Ça, c'est le langage client. Lui, il s'occupe de ce que le client va voir à la fin, l'utilisateur. C'est-à-dire, quand l'utilisateur va aller sur un site, il va voir, oh, le site est beau, hein, il y a la belle couleur. Ça, c'est le programmeur, voilà, qui s'occupe de la partie client. Donc, qui voit cette partie-là. Donc, c'est les langages. Hein. Donc, à la fin, on va vous dire ici, les langages serveurs sont nombreux.
En voici quelques exemples. Ça, ce sont les langages serveurs. Donc, on a Java, on a PHP, Java, PHP, Java, rien à voir avec JavaScript, bien sûr, Java, c'est pour les Android. JavaScript, c'est pour les sites web, ok. C'est un langage également client, voilà. Et on a Python, et j'ai dit même un langage client. C'est un langage serveur, JavaScript. Pourquoi? Parce que ça me permet d'automatiser des actions, ok. On automatise. Python également, langage serveur, C#, langage serveur. Donc, ça sont les langages serveurs ici. On continue. Voilà. Ensuite, maintenant, voici le langage client. Donc, vous voyez ici, voilà. Bon, il y a quelques images qui sont peut-être incohérentes, désolé. Mais voici les langages clients, je crois. Non, ça va. Ça va. Ici, les langages clients décrivent comment le site web doit s'afficher. On voit un peu la différence. Comment est-ce que le site web doit s'afficher? La photo du site web, les images doivent s'afficher à gauche. OK? Les menus doivent s'afficher à droite. Les sous-titres doivent s'afficher en bas. La partie sponsor, si les gens mettent les copyrights, doivent s'afficher en bas du site web. Donc, c'est ce que le langage client fait. Et donc, on utilise aussi, c'est pourquoi je dis JavaScript, lui, il est du côté, on peut le mettre du côté client et côté également serveur JavaScript. Voilà. Parce qu'il manipule aussi un peu, voilà, les composants, on va dire quoi, les composants du langage client, qui peut lui-même mettre à gauche ou à droite. Donc, on peut utiliser JavaScript également pour essayer de ranger quelques composants, voilà, d'un site web. Donc, on a le HTML, donc hypertext, ici, hypertext markup language, ok. Ça, c'est langage HTML, langage de balisage. On structure les données avec. On a le CSS, ici, c'est pour habiller, ok, rendre plus beau, attrayant le site web. Ensuite, on a le JavaScript. Lui, là, il permet d'automatiser certaines tâches. Donc, c'est client et serveur en même temps. C'est pourquoi vous voyez une image ici. Ici, on a le langage, ok. Ensuite, la traduction par ordinateur. Donc, ici, le navigateur web traduit. Vous voyez ici, il y a une partie photo, une partie menu, et puis voilà des informations. Mais c'est le langage serveur qui permet de montrer des images à gauche, à droite. Vous voyez ici. Donc, c'est un peu une image que vous avez de cela. Ensuite, les langages clients correspondent à ceux dont l'exécution s'effectue sur l'ordinateur qui visite le site. Exactement. Donc, quand vous allez visiter un site, vous voyez directement ce qui s'affiche, ça correspond au langage client. Ce que vous voyez qui s'affiche, ce que vos yeux voient, c'est le langage client, c'est le visuel, le langage client. Donc, le serveur envoie le code tel quel et le navigateur de l'internaute s'occupe de traiter et d'en afficher le résultat. Bon, ça, on en a déjà parlé. Le navigateur envoie ces informations quand vous demandez l'information au serveur sur Internet, et puis c'est votre navigateur qui voilà, transcrit les données. Ok, ensuite, on va aller vite, il nous reste 3. Ensuite, on a distingué l'adresse IP et le nom d'hôte, entre parenthèses, domaine et DNS. On va distinguer ça rapidement, vous allez comprendre. C'est quoi l'adresse IP et le nom d'hôte, entre parenthèses, domaine et DNS. Chaque ordinateur possède une adresse plutôt. Une adresse, on parle d'adresse IP. Internet Protocol. Donc, ici, IP, c'est Internet Protocol. Donc, protocole Internet. Il s'agit d'une suite de nombres, comme 205, 89, 177, 26. C'est un exemple, en fait. OK? Donc, c'est un exemple. Ce sont des chiffres séparés des points. Vous avez déjà vu ça? Donc, vous voyez que vous pouvez voir cela comme une sorte, par exemple, le numéro de téléphone. Donc, chaque ordinateur pourrait être identifié sur Internet quand vous vous connectez avec la connexion. Voilà, l'ordinateur va s'identifier avec une adresse IP qui est comme un numéro de téléphone. OK? En théorie, si vous prenez ce numéro-là, cette adresse IP-là, vous pouvez donc taper directement l'adresse IP, par exemple, d'un serveur sur le web. Au lieu de taper, par exemple, Google, si vous connaissez l'adresse IP de Google,
Vous directement prendre l'adresse IP de Google et vous tapez sur le navigateur, bam, ça va vous montrer directement Google au lieu de taper Google. OK? Super. Ensuite, le DNS signifie Domain Name System. Donc en anglais, ici, système de nom de domaine. On a donc créé des noms d'hôtes ici. On a donc créé des noms d'hôtes comme google.com pour pouvoir se souvenir plus facilement d'un nom de service que l'on veut contacter. Donc, on a créé ici le nom d'hôte pour facilement retenir, par exemple, le nom d'un site. Au lieu de taper le nom de l'adresse IP, on tape le nom de domaine. Mais sache que la connexion localise un ordinateur à partir de l'adresse IP. Mais l'humain, lui, va regarder Google. Comme j'espère que c'est bien expliqué. OK. Ensuite, et l'on a ensuite créé un service d'annulaire DNS pour faire le lien entre l'hôte et l'adresse IP. Donc, j'espère que vous me suivez. Ensuite, on a créé donc un service annulaire. Ce service d'annulaire là, OK, qu'on appelle le DNS, système de nom de domaine. Donc, il est là pour faire donc, le lien entre l'hôte et l'adresse IP. Vous voyez ici le DNS. Donc, le DNS, le système là, c'est le système qui fait le lien entre l'adresse IP et... OK, donc lui, c'est lui qui crée, il crée le système ici. Il y a un système qui est créé, avec plus d'explications. OK, ça serait voilà, beaucoup plus explicite prochainement. Mais sachez que le DNS fait le lien entre l'IP et puis le nom d'hôte. Ensuite, nous continuons. Donc, après, quels sont les différents types de serveurs? OK, quels sont les différents types de serveurs? Ici, nous pouvons donc voir les différents types de serveurs cités et leur utilité. Parce qu'il n'y a pas que... nous avons beaucoup de types de serveurs, OK, mais nous allons citer ici les serveurs web. Nous avons les serveurs web ici. Serveur web, chaque fois que vous demandez une page web, vous passez par un réseau Internet, OK, vous passez par un réseau Internet. Et à partir d'un réseau Internet, d'un serveur web. Donc, je ne sais pas si vous avez ensuite. Ce que je dis, c'est que chaque fois que vous demandez une page web, donc que vous allez sur Internet, vous passez par un réseau à partir d'un serveur web. C'est à partir du serveur web que vous accédez à la page web par un réseau Internet. Donc, il y a ce type-là de serveur web. Le serveur web héberge donc des sites web et donc des pages web. Ensuite, on a le serveur des fichiers. Il conserve les fichiers. OK, partagés par plusieurs ordinateurs dans un emplacement commun. Donc, ça peut être des serveurs de cloud en ligne parce que c'est un serveur qui garde des fichiers en ligne, ou Google Drive. Ça garde des fichiers en ligne et beaucoup de personnes peuvent se connecter à votre compte pour partager des fichiers. Donc, un utilisateur peut extraire un document depuis son ordinateur, traiter, enregistrer à nouveau sur le serveur, comme le Google Drive Cloud. OK, donc ce sont les serveurs cloud en ligne. Pour exemple plus plausible. Ensuite, on a les serveurs d'application. OK, là, on va plus vite. On a les serveurs d'application. Ceux-là, ils stockent, partagent des données commerciales, comptabilité, etc. accessibles depuis les postes reliés au serveur informatique. Donc, ça, c'est dans une entreprise. Il peut y avoir, on a installé des serveurs par rapport aux ordinateurs et puis, c'est un serveur d'application. Lui, il peut traiter les informations de manière, en a extraire les données souhaitées par l'ordinateur, ici un réseau qu'on a créé personnellement. Ensuite, on a le serveur d'impression. Il permet de partager une ou plusieurs imprimantes. Et on a les serveurs de messagerie. Voilà, ils gèrent les messageries en distribuant les courriers électroniques aux ordinateurs et en stockant les dernières de manière permanente à un accès à distance. Ça peut être les systèmes de mail. OK, vous envoyez des mails à partir de Google Mail, Gmail. OK, donc c'est un peu ce système-là. Il faut savoir que ce sont les serveurs, ce sont les ordinateurs qui stockent tout ça. Allez, on continue. Bientôt, on a terminé. On a fait aujourd'hui 30. OK, on est à 11. Qu'est-ce qu'un protocole de communication? Waouh! Protocole de communication. Listez les principaux
terme utilisé sur Internet. C'est quoi un protocole de communication? Parce que pour aller sur Internet, on utilise un lien qu'on appelle le protocole de communication. Donc, il existe un nombre très important de protocoles, qu'il s'agisse de protocoles constructeurs ou de protocoles standardisés ou normalisés. Ok. Donc, certains s'adressent à des besoins spécifiques, d'autres sont de portée plus générale. Voici quelques protocoles utilisés dans différents domaines d'application. Donc, certains protocoles sont très spécifiques. Ok, donc c'est-à-dire ça s'adresse seulement à un certain type de service, mais il y a d'autres qui ont une portée beaucoup plus générale. Par exemple, le protocole HTTP, c'est un protocole de portée générale, parce que pour aller sur Internet, vous avez le protocole HTTP ou HTTPS. Bon, c'est un protocole de sécurité, ok, mais c'est la plupart du temps, il faut ce protocole-là pour aller sur Internet, c'est général, ok. Donc, on a le protocole, par exemple, comme TCP. C'est pourquoi quand vous allez vous connecter à chaque fois, il faut regarder, par exemple, sur l'adresse l'urne qui est en haut, l'URL. Donc, vous allez voir qu'il y a HTTP ou HTTPS pour la sécurité. Voilà, quand vous allez sur Internet, c'est un protocole utilisé, standardisé. Voilà. Depuis les années 80. Allez, nous continuons. Ensuite, nous allons terminer ici, parce que nous avons pris un peu de temps. Alors, nous allons dire, qu'est-ce qu'une URL? Qu'est-ce qu'une URL pour certains? Qu'est-ce qu'une URL? URL en anglais, Uniform Resource Locator, est une adresse d'un site. Donc, l'URL est une adresse d'un site. L'adresse d'un site web, ou plus exactement, l'adresse d'une page d'un site web. L'URL est indispensable pour localiser cette page dans des océans, des milliards de pages existantes. Voilà pourquoi la structure des URL est normalisée dans le monde entier. L'URL de votre site est donc l'identité sur le web de votre marque. Vous voyez déjà ici, pour Google, l'URL c'est Google, ce qu'on a utilisé. Mais vous comprenez déjà que vous aviez vu ça un peu plus loin. Donc, dans l'URL, on a toujours le protocole de communication. Après le protocole, vous allez voir HTTP, c'est un sous-domaine, un sous-nom de domaine. Donc, un sous-domaine HTTP, hein, le World Wide World, point, exemple, là par exemple Google, ok, pour le nom d'hôte. Ensuite, point, extension. Donc, le point, c'est pour l'extension. .com, point commercial, ça peut être .fr, .ga pour le Gabon, ça sont les extensions. Donc, l'URL est très important ici, ok, pour déterminer, donc, comme on l'a dit, l'URL est donc très important ici pour représenter donc le lien ou l'identité sur le web de votre marque. Allez, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous fera du bien. Désolé encore pour les petits bruits s'il y en a, mais n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour certains parce que c'est très important. Pour d'autres, voilà, de commencer à s'investir dans le numérique. Allez, portez-vous bien, à la prochaine.